Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir sur TV78 pour votre nouvelle émission, le 7-8. Actualité locale, idées de sortie, informations pratiques. Voici le programme de ce mardi 11 octobre. La fête de la science se poursuit jusqu'au 17 octobre. Cette 31e édition est axée sur le changement climatique. Pour l'occasion, la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines a créé un véritable village des sciences. Ateliers, expériences, rencontres avec des scientifiques. Le but, susciter des vocations chez les plus jeunes. Nous ferons le point sur le reste du programme dans les Yvelines. La bande dessinée à l'honneur au château de Buc ce week-end pour son 29e festival. Une cinquantaine d'auteurs sont attendus venant de Belgique, de Suisse ou encore d'Allemagne au programme dédicaces, animation et exposition. Savez-vous qu'il est possible d'écouter le brame du cerf dans les Yvelines à l'automne? Tendez l'oreille, le roi de la forêt se fait entendre à la nuit tombée. Un cri particulier qu'on vous fait découvrir dans cette émission. Et avec moi en plateau, Maxime Morin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre de l'IRSN, vous allez fêter la science également ce week-end, mais d'abord en quelques mots, qu'est-ce que l'IRSN ? Alors l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, c'est l'appui technique des pouvoirs publics pour tout ce qui touche aux risques radiologiques et nucléaires. Et donc c'est un institut qui comprend à peu près 1800 personnes et qui touche à tous les domaines du risque nucléaire, que ce soit la sûreté des installations nucléaires, leur sécurité, l'environnement ou la santé, que ce soit la santé des travailleurs du nucléaire, mais également de l'ensemble de nos concitoyens. Et donc vous allez fêter la science ce week-end puisque c'est aussi vos 20 ans. Tout à fait. On aura le temps d'en parler tout à l'heure dans l'émission. On parlera culture aussi, et particulièrement de bande dessinée avec vous, Anissa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est le 29e festival de la BD. Est-ce que ça va? Tout est prêt? Tout est prêt, non, mais c'est en cours, voilà. Il y a beaucoup de détails à gérer, mais c'est un grand bonheur. Voilà, donc c'est vraiment la partie magique de la préparation, tout ce qui est en amont. Et donc on parlera bien sûr du programme tout à l'heure dans l'émission, mais tout de suite on va faire un point sur la météo. Demain, nous fêterons la Saint-Wilfrid. Le ciel sera couvert dans les Yvelines avec tout de même quelques éclaircies au cours de la journée. Comptez 5 degrés le matin et 16 degrés l'après-midi. Le temps sera également couvert le reste de la semaine avec des risques d'averses à partir de samedi. Vous le voyez, 16 degrés à l'écran. Et du coup, cette semaine, des risques d'averses à partir de samedi. Au niveau des températures, il fera 16 degrés en moyenne. Le point maintenant sur l'actualité du jour dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Céline Charles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à la une de l'actualité, toujours l'essence. Il faudra encore s'armer de patience dans les prochains jours. Et oui, la situation n'a pas changé. La grève a été reconduite ce mardi chez Total et certaines autres stations-service. En fin d'après-midi, la première ministre Elisabeth Borne a tout de même annoncé la réquisition des personnels des dépôts d'Esso ExxonMobil pour mettre fin à la pénurie. La préfecture des Yvelines a quant à elle accordé ce matin un accès prioritaire aux stations essence à certains professionnels, notamment les professionnels de la santé. Pour vous aider, on vous rappelle qu'on a mis en place sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter de la chaîne une publication interactive où vous pouvez retrouver et partager des informations en temps réel sur les stations essence des Yvelines. Dans les transports encore, l'arrivée du tram 13 entre Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cyr-l'École a provoqué une vague de mécontentement depuis ses premiers essais à Blanc en mai dernier. En cause, les nuisances sonores qui impactent les habitants aux alentours. Les maires de Bailly et Noisy-le-Roi se sont emparés du dossier et ont adressé une lettre à l'intention de Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, avec des préconisations pour remédier à cette situation. On retrouve par exemple l'application d'une vitesse maximale à certains endroits dans les deux communes. Et l'agglomération de Rambouillet-Territoire et le département des Yvelines viennent de signer un contrat ce matin. De quoi s'agit-il, Céline ? Et oui, en fait, il s'agit du contrat de développement Yvelines Plus, un contrat qui prévoit une subvention du département de 2,81 millions d'euros. Les projets concernés par cette subvention, la réhabilitation de la toiture et l'aménagement des abords de la piscine des Fontaines à Rambouillet, la réhabilitation du pôle sportif des Molières aux Essarts-le-Roi, le développement d'un réseau d'équipements loisirs et sportifs de proximité et la création d'une microcrèche intercommunale à Lanvilliers. Et enfin, les chiens auront leur propre espace à Maurepas.
Et oui, en fait, il faisait partie du budget participatif 2021 de la ville et était très attendu des habitants. Le tout nouveau parc canin de Maurepas peut désormais accueillir nos amis à quatre pattes. Implanté avenue de Normandie près des jardins familiaux, le parc en accès libre se veut lieu de sociabilisation, d'entraînement adapté et de rencontres entre maîtres et chiens. Merci Céline, je suis sûre que cette information fera des heureux dans les propriétaires de chiens. Et donc, on en parlait dans les titres tout à l'heure, la fête de la science a débarqué à la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines le week-end dernier au programme astronomie, physique ou encore écologie. Le reportage de Céline Charles. C'est un événement festif et récurrent sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Le village des sciences est revenu ce week-end à la commanderie. Il proposait cette année une trentaine d'activités avec des stands, des présentations de projets ou encore des spectacles. L'objectif, c'est vraiment de diffuser et de vulgariser la culture scientifique. Les sciences, ça fait peur, notamment là, comme je vous disais, on est sur la thématique du changement climatique, donc on entend beaucoup, ça pose beaucoup de questions. L'idée ici, c'est vraiment de rendre accessibles ces connaissances au plus large public. Observation du soleil, imprimante 3D, exposition sur la physique et la chimie, le village des sciences est l'occasion de venir à la rencontre des scientifiques, artistes et associations. Vous avez des scientifiques tels que par exemple l'INRAE qui vous présentera un stand. Vous avez des associations, naturalistes, scientifiques. Vous avez aussi des universités. L'université de Versailles-Saint-Quentin vient avec des étudiantes justement pour présenter ça. Aujourd'hui, Aegis, nous sommes présents au village des sciences pour un petit peu sensibiliser les jeunes sur certaines problématiques qu'on traite chez Aegis. Donc typiquement, on a ramené avec nous une maquette Land Boost. Donc le Land Boost, c'est une solution qui permet d'offrir un habitat immédiat à la biodiversité. Tout type d'animaux, donc des oiseaux, des coccinelles, des abeilles, des mulots. On a aussi une maquette hydraulique en Lego. Cette année, le Radio Club amateur de Saint-Quentin en Yvelines a implanté une antenne sur le parking. Objectif, permettre des communications radio en direct sur un tiers de la planète. Une activité radio amateur via un satellite géostationnaire. On peut communiquer d'ici, depuis Elancourt, au pôle Nord, au pôle Sud, à l'Est vers l'Europe de l'Est et un peu plus loin, l'Inde, et à l'Ouest vers le Brésil. La fête de la science s'étend jusqu'au 17 octobre. D'autres activités sont proposées dans les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Prochain rendez-vous, un spectacle sur la circonférence des particules à la médiathèque de Nautilus à Villepreux. Et Céline, vous y étiez, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez appris des choses? Je dois vous avouer que j'ai fait un petit tour des stands, moi aussi, que j'ai appris beaucoup de choses, notamment les différents minéraux, par exemple, qui alimentent nos véhicules électriques, ou bien comment faire plusieurs objets avec une imprimante 3D qu'on peut retrouver au Skylab de Trappes. Et aussi, bon plan, si vous êtes comme moi un petit peu allergique au pollen, j'ai découvert une application qui s'appelle Live Pollen, disponible sur tous les téléphones, et en fait, elle donne l'information des mesures du pollen en temps réel et à proximité. D'accord, super intéressant. Merci Céline pour l'info. Pour retrouver le programme complet, rendez-vous sur le site internet de la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines. Et autre lieu de science, c'est l'IRSN, Maxime Morin. Alors, vous allez ouvrir vos portes ce week-end. Pourquoi faire découvrir au grand public ce lieu de science ? Alors, l'idée, c'est déjà de partager nos activités, puisque l'IRSN est un institut public, donc c'est normal qu'on aille aussi vers les citoyens, sur un domaine qui n'est pas forcément très connu, ou en tout cas pas connu dans sa globalité, le nucléaire, d'autant plus dans une région qui est peu nucléarisée, qui est l'Île-de-France, en pratique, hormis quelques sites comme à Saclay, au sud, dans l'Essonne. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers les gens et de les accompagner, à la fois pour les informer sur le risque nucléaire, sur le nucléaire plus généralement, le fonctionnement d'une centrale nucléaire, les différents types d'accidents nucléaires, surtout dans le contexte aujourd'hui qui peut être un peu anxiogène. Et puis c'est de leur faire partager plus généralement les travaux de nos scientifiques dans le domaine aussi bien de la physique, de la radiochimie, de la surveillance de l'environnement, de la santé. Et donc oui, vous allez proposer plusieurs démonstrations, donc vous parlez de vos travaux. Concrètement, qu'est-ce que les gens vont pouvoir apprendre ? Alors il y aura plusieurs activités sur le site. Il y aura des activités plutôt dédiées aux enfants, où là on va plutôt être sur des activités de type un petit peu de chimie de base, comment on utilise un acide, comment est-ce qu'on a différents types de fluides qu'on va pouvoir utiliser. On va également faire visiter nos laboratoires, donc aussi bien dans le domaine de l'environnement que dans le domaine de la santé. Donc
Les gens pourront voir notamment certains moyens de crise de contrôle des personnes, de la contamination des personnes, ou voir le plus grand parc métrologique d'Europe, puisque c'est au Vésinet qu'on a une grande partie de nos laboratoires environnementaux pour l'analyse des échantillons, y compris pour des microtraces de radioactivité lorsqu'on a des événements qui peuvent se produire à travers le monde. D'accord. Et du coup, c'est aussi l'occasion pour le public de rencontrer des chercheurs, je suppose ? Oui, tout à fait. Sur le site participeront quasiment uniquement des personnels scientifiques, des techniciens, des ingénieurs, des personnes qui réalisent de la recherche, et sous la forme soit d'un dialogue au travers de l'exposition de l'IRSN et de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui présente justement en différents panneaux les différents aspects du nucléaire et des risques associés au nucléaire, ou directement à l'intérieur des laboratoires, et c'est les personnes qui travaillent dans ces laboratoires qui présenteront les outils de recherche et les outils d'expertise à notre disposition. Oui, donc vous le disiez, c'est un lieu un peu insolite, on va pouvoir visiter vos laboratoires, vos équipements. Il me semble qu'il y a une voiture, un véhicule qui permet de détecter la radioactivité d'une ou de plusieurs personnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait, donc un véhicule d'anthropogammamétrie, en langage un petit peu compliqué, c'est des véhicules qui permettent de mesurer la contamination interne des personnes, soit en situation normale, pour du suivi de travailleurs par exemple, soit en situation accidentelle, si d'aventure on devait avoir à contrôler la population civile ou des intervenants sur le site. Et à ce moment-là, on peut détecter assez rapidement les niveaux de contamination de ces personnes, de contamination interne, puisque c'est plus facile d'accéder à la contamination externe. En revanche, une fois qu'elle est ingérée, on pense notamment à l'iode, à ce moment-là, c'est plus compliqué. Mais donc, le but de ce camion, c'est de fournir un résultat pour évaluer la dose engagée de ces personnes. Et alors, si vous détectez quelqu'un ce week-end, comment ça se passe ? Alors, normalement, ça ne devrait pas arriver, mais à ce moment-là, il sera pris en charge, évidemment, comme tout examen qui est réalisé dans ce camion, il est pris en charge par un médecin. D'accord. Et est-ce qu'il y a des risques sur le territoire des Yvelines de radioactivité ou... Alors, la radioactivité, elle est partout autour de nous, donc il y a la radioactivité naturelle, bien entendu, à laquelle on est tous exposés et qui est le responsable de la majorité de ce qu'on appelle la dose de chaque citoyen français, avec des différences entre les citoyens, entre les fumeurs et les non-fumeurs, entre les forts consommateurs de fruits de mer, par exemple, et ceux qui n'en consomment pas. En pratique, il n'y a pas de grande installation nucléaire à proximité des Yvelines. Les centres nucléaires sont plutôt dans l'Essonne. Et donc c'est pour ça que ça serait très surprenant de découvrir quelqu'un parmi la population. En revanche, il y a quand même un autre aspect, c'est les examens médicaux, par exemple. Et donc lorsqu'on passe une scintigraphie, à ce moment-là, on injecte des produits radioactifs dans le corps pour poser un diagnostic médical. Et là, on peut éventuellement détecter... on détecte si des personnes avaient passé une scintigraphie. À ce moment-là, à l'aide de ce camion, par exemple, on verrait qu'ils ont été exposés à des radionucléides. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les risques pour la santé et pour l'environnement de la radioactivité ? Alors la radioactivité va avoir plusieurs effets. Les effets des rayonnements, c'est principalement, quand on parle de l'être humain, les effets sur l'organisme. Il y a différents types d'expositions. Ça peut être une exposition dite d'irradiation, c'est-à-dire je suis exposé à des rayonnements. C'est ce qui est utilisé notamment dans le cadre des radiothérapies. À ce moment-là, ça va être un risque pour l'ADN, c'est-à-dire qu'on va avoir des cassures, on va avoir des destructions de cellules, ce qui peut occasionner par exemple des cancers à plus long terme. Et on peut avoir aussi des risques dits de contamination interne, donc on va ingérer des produits radioactifs et là aussi on va avoir des dégâts sur les différents tissus qui sont ingérés au niveau du corps humain. Alors le principal risque que les gens connaissent au niveau naturel, c'est le radon, donc un gaz qui est dégagé par certains types de roches, qui est un des descendants de l'uranium, et à ce moment-là on va être exposé aux descendants du radon, et donc on va avoir une exposition qui est liée au sol. Et puis un autre risque que les gens connaissent bien, qui est un risque naturel aussi, c'est les rayonnements cosmiques. Et donc on va être exposé à des flux qui sont issus des étoiles, qui sont issus de tous les objets qu'on trouve dans l'univers, et on va avoir formation aussi dans l'atmosphère sous l'effet de ces rayonnements de différents radionucléides. Et c'est pour ça par exemple que quand on prend l'avion, eh bien, on a une dose engagée un peu plus élevée, puisqu'on est plus haut et donc on est plus exposé à ces rayonnements cosmiques. Bien, merci beaucoup Maxime Morin, vous nous avez appris plein de choses ce soir. Merci d'être venu en parler avec nous sur ce plateau. Et donc vous pourrez retrouver toutes les informations sur les portes ouvertes de l'IRSN sur leur site internet. Et on continue de parler de science. Comme chaque année, le prix L'Oréal l'UNESCO récompense des chercheuses pour valoriser l'excellence scientifique. Cette année encore, une Yvelinoise est récompensée. Tina Nikouka est doctorante en mathématiques. Appliquée à l'école normale supérieure Paris-Saclay, elle travaille sur le traitement de l'image. Mélanie Poquet est allée à sa rencontre. En quelques clics, des algorithmes prouvent que cette image est falsifiée. Parmi eux, celui créé par une jeune Yvelinoise, Tina Nikouka, est doctorante en mathématiques appliquées.
Le but de ma recherche, c'est de créer des algorithmes qui sont capables de savoir ce qui est arrivé à une image et donc d'en détecter les anomalies. Donc si une image, je sais qu'elle a subi telle opération, parce qu'une image subit une suite d'opérations mathématiques, si je sais qu'elle a subi telle opération en particulier, je peux voir localement dans l'image s'il y a des parties qui n'ont pas subi la même opération. Un algorithme développé au sein du centre Borelli, laboratoire de l'École normale supérieure de Paris-Saclay, est mis en pratique avec l'agence France Presse. Bien loin de la recherche en blouse blanche, Tina Nikuka fait partie des chercheuses distinguées de la 16e édition du prix Jeune Talent France de la Fondation L'Oréal. Ce prix, c'est une reconnaissance de ma recherche, mais encore plus de ce que je fais en dehors de la recherche classique. Je pense pas avoir ce prix parce que j'ai soumis des conférences, j'ai des articles. Je pense que j'ai ce prix pour l'étape en plus que j'ai fait de transmettre les sciences au grand public. Tina Nikuka va bientôt soutenir sa thèse. Prochain défi de la doctorante et de son laboratoire, travailler sur les deepfakes, des trucages utilisant l'intelligence artificielle. Et la fête de la science, c'est aussi à l'OVSQ. Toute la semaine auront lieu des ateliers, des rencontres entre citoyens et scientifiques. Aujourd'hui, le climatologue et prix Nobel de la paix avec le GIEC, Jean Jouzel, était présent pour présenter son documentaire Jean Jouzel dans la bataille du siècle, l'interview de Gabriel Gontier. Je crois que ça fait partie de notre rôle que d'aller vers les gens. Donc je pense qu'il faut absolument communiquer. Et la fête de la science est un bon exemple de communication vers les jeunes. Alors peut-être dans la fête de la science, moins vers les décideurs politiques, si possible vers le grand public. C'est toujours assez difficile, mais j'ai toujours considéré que, disons, communiquer nos résultats, les faire savoir. Alors c'est important de le faire aussi au sein de notre communauté, de rédiger des articles scientifiques, mais il faut absolument aussi mettre ces résultats, je dirais, à portée de tous les publics. Ce qui m'a intéressé, c'est de faire comprendre en quoi l'étude des climats passés nous apportait des informations très pertinentes pour l'évolution future du climat. Je me suis intéressé, bien sûr, je me suis beaucoup impliqué dans le GIEC, je me suis beaucoup impliqué dans toutes les conventions climat, j'y participe depuis 20 ans. Donc à travers cette histoire, on peut effectivement, et c'était l'objectif de la documentariste, raconter la prise de conscience, et je crois que c'est le fil rouge de la prise de conscience de la réalité du réchauffement climatique. Et c'est ça, je crois, l'intérêt de ce documentaire. L'action, c'est aujourd'hui. Et donc les jeunes qui rentrent, vous êtes aussi concernés par l'action, à la fois par l'inaction et par l'action. Et voilà, et moi j'encourage, mais c'est vrai pour toutes les générations, à l'action aussi bien dans la vie. On a de l'action dans sa vie, je dirais, de citoyen, sa vie de tous les jours. Quand on regarde les recommandations des citoyens, se déplacer, se nourrir, se loger, c'est notre vie de tous les jours. Mais aussi, je le pense sincèrement, pour tous les jeunes qui s'engagent dans le monde du travail, où il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire que le réchauffement climatique, ce n'est pas son affaire. La fête de la science continue à l'Observatoire de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Retrouvez toutes les activités sur leur site internet. On va parler culture maintenant et plus particulièrement de BD. Le château de Buc accueillait un atelier bande dessinée avec des personnes placées sous main de justice, une coopération entre le service pénitentiaire d'insertion et de probation et la municipalité. C'était dans le cadre de la 29e édition du Festival de la bande dessinée de Buc. Le reportage de Patrick Jacques de Dixmude et Maxent Haut. Ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde a travaillé pratiquement sur les vignettes, là, en fait. Et donc chacun a apporté de sa personne et de ce qu'il savait le mieux faire. Des personnes placées sous main de justice, initiées à la bande dessinée. Cet événement se tenait pour la 4e fois au château de Buc. Comme professeur, le dessinateur Eroc, scénariste de la BD Les Profs, qui animait cet atelier auprès de Damien et des 7 autres participants. C'est un milieu assez attractif, c'est un milieu créatif et ça peut aussi éveiller des passions pour certaines personnes. Ah, ça se passe très bien, on peut dire que c'est un très bon professeur. Un exercice passionnant aussi bien pour les participants que pour l'animateur.
On se rend compte dans un temps très court, c'est-à-dire 2 jours, c'est pas gros, en 48 heures, on arrive toujours à produire quelque chose. Parce que ça, c'est la force du collectif. C'est-à-dire que je pense que chaque personne individuellement peut-être aurait des difficultés à se lancer dans un scénario, dans un dessin de planche de BD. Mais là, le fait que chacun apporte des idées, ça finit par construire quelque chose. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans une sorte d'improvisation totale. Notre grand plaisir, en tout cas, c'est d'en faire un festival pédagogique où vraiment on peut retrouver plein de choses tout autour, pas que de la dédicace. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, on a ouvert des ateliers envers ce qu'on appelle les publics empêchés. Cet atelier basé sur le volontariat est co-organisé avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'objectif, travailler la vie en société. Là, par exemple, le groupe qu'on a, on a vraiment des personnes de grand talent, je trouve, qui ont vraiment été moteurs pendant les 2 jours, parce que très fortes en dessin finalement. C'est parfois un hasard, hein, mais voilà, là c'est le cas. On a des férus de BD qui reviennent, voilà, donc c'est plutôt plaisant. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la 29e édition du festival BD au château de Buc. Le travail réalisé par Eroc et les participants sera exposé les 15 et 16 octobre prochains lors de l'événement. Tu veux pas plutôt cela ? Ça sèche pas mieux, ça ? Et justement, on va parler du festival de la BD avec vous, Anissa. Bonsoir, rebonsoir. Merci de nous accueillir. Vous êtes responsable de la culture à Buc. Alors, c'est la 29e édition. C'est important pour la ville. Parlez-nous-en. Qu'est-ce que ça représente pour la commune ? Alors, le festival BD est un des événements phares de la ville. C'est un événement qui est né, qui a commencé tout petit et puis qui a évolué dans le temps. Et puis le reportage qu'on vient de voir est vraiment révélateur de ce qu'on aimerait que ce festival devienne, c'est-à-dire un festival qui fédère, qui amène les gens autour d'une thématique qui est la BD. Et comme j'aime à le dire, c'est un outil redoutable, puisque c'est un outil qui nous permet d'aller vers toutes les catégories d'âge, et puis de pouvoir réunir autour de quelque chose. Donc, au-delà de la dédicace dont on a parlé souvent, c'est un festival qui va vers ça, je dirais, l'âge mature, où maintenant il commence à rayonner sur le territoire, et puis surtout à proposer des projets. Il commence aussi à produire, c'est-à-dire qu'il a pris le temps. Je ferai peut-être la comparaison avec un enfant qui a été chéri, aimé, et puis aujourd'hui c'est tout cet amour, toute cette passion qu'il a eu, et bien aujourd'hui elle doit rejaillir. Et c'est vrai qu'on fait pas mal de choses autour du territoire. Je dirais le festival BD vient simplement ponctuer un temps fort, et il se veut aussi l'amorce d'un projet qu'on veut développer tout le long de l'année et sur tout le territoire. Voilà, donc c'est vraiment en tout cas notre souhait. Et alors, parlez-nous un peu de la programmation. Quelle est-elle cette année ? Alors la programmation, généralement, elle est sur 3 axes. Bien sûr, l'axe culturel, donc avec la dédicace, avec l'accueil des auteurs, toutes les animations qu'on peut avoir aussi autour de la thématique BD, mais aussi un axe, je dirais, pédagogique social. On va utiliser cet outil, comme c'est le cas dans le reportage qu'on vient de voir, où l'on va essayer d'utiliser en fait la BD comme un outil pour aller vers des publics qu'on dit empêchés ou qui n'ont pas accès à la culture, voilà. Et donc avec l'idée bien sûr de reprendre confiance, de vivre une expérience unique. C'est vraiment des retrouvailles. Il n'y a pas de performance artistique en soi. Et puis petit à petit, on se rend compte que les gens en fait commencent à s'ouvrir et à démontrer en fait leurs capacités, parce qu'on a tous des capacités, que ce soit les enfants, les jeunes, les adultes. Le tout, c'est d'aller les chercher et avec le bon moyen. Voilà. Et donc, du coup, il y a cet axe-là qu'on développe beaucoup. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, eh bien, la municipalité le porte à bout de bras. Aussi les institutions, puisqu'on propose des projets aussi qui sont soutenus financièrement par des institutions privées et publiques, et qu'on remercie beaucoup, parce que c'est un gros travail, d'abord de collecte de fonds, d'organisation, de mise en place. Et puis il y a l'axe patrimonial, où effectivement c'est vrai que c'est un festival qu'on a délocalisé au sein du château de Buc. Pourquoi ? Parce que
on veut transmettre une histoire, l'histoire de la ville. L'histoire de la ville, elle est très très riche et le château en est l'emblème. Et c'est aussi, on en profite beaucoup de la thématique BD, en tout cas pour la transmettre aux Bucquois et aux non-Bucquois, puisque c'est vrai que Buc a une histoire très très riche. Voilà. Votre rapport, vous, à la BD, Maxime Morin, des auteurs préférés peut-être ? Oula, moi oui, mais c'était plutôt, j'en lis moins qu'avant. C'était plutôt les grands noms connus. J'aimais bien Frank Miller notamment. Et puis comme on parlait de Buc, Edgar P. Jacobs, évidemment, en lien avec Buc. Mais c'est la prédestinée, parce qu'Edgar Jacobs est passé à Buc. Donc voilà, c'était vraiment les deux. Bon, et puis Tintin plus petit, mais ça c'est plus partagé. Mais c'est vrai que j'en lis un peu moins maintenant. Et vous, Céline, des auteurs préférés ? Moi, je me suis arrêtée à Boulébile, Lou, les profs, Gaston Lagaffe. Voilà, c'est ce que je disais quand j'étais enfant, finalement. Eh bien, merci beaucoup, Anissa. Eh bien, c'est nous qui vous remercions et puis nous vous attendons nombreux ce week-end. Oui, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon festival. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que, Céline, vous avez déjà entendu le brame du cerf ? J'ai pas eu cette chance, non. Mais apparemment, c'est un rugissement assez rock, c'est ça ? C'est assez surprenant. Est-ce que autour de la table, Anissa, Maxime, non plus ? Alors sachez que si vous vous baladez en forêt le week-end à l'automne particulièrement, enfin c'est de fin août jusqu'à fin octobre, vous pourrez entendre ce cri particulier du roi de la forêt. Solène Boivin, guide nature pour le parc régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, vous emmène à la nuit tombée pour une expérience unique. Avec Gabriel Gontier, nous avons eu la chance de l'accompagner. Savez-vous identifier ce bruit ? De fin août jusqu'à octobre, le cerf se fait entendre à la nuit tombée. Il s'agit du brame, un cri facilement reconnaissable durant la période de reproduction du cervidé. Alors ce soir, on a eu vraiment beaucoup de chance parce que on est vraiment resté sur un chemin communal et à côté de nous, on a pu entendre pas mal de cerfs. Il y en avait 3-4 qui bramaient assez proches. On a pu identifier plusieurs brames. Il y avait notamment un brame de longueur. C'est celui qui est long, langoureux. C'est celui qui va vraiment asseoir le cerf sur sa place. Autour de cette place, il va y avoir toutes les biches qui vont graviter. Mais pour Solène, le plus important, c'est de faire de la pédagogie avec les personnes présentes grâce à des quiz, des photos ou encore des ossements. T'as appris quoi par exemple ? Que les migales, ça faisait des chaussettes. Aussi que les cerfs allaient dans les propriétés privées. C'était super. Solène nous a bien expliqué déjà l'environnement, ce qu'on allait voir, le brame du cerf. Mais c'était très sympa, marcher dans la nuit comme ça, sans lumière. C'est pas les mêmes sens qui travaillent et du coup c'est vraiment sympa. Si vous souhaitez découvrir le brame du cerf, attention, il y a quelques règles à respecter. Ne vous écartez pas des chemins forestiers autorisés, soyez le plus discret possible sans lumière et ne cherchez pas à vous approcher des animaux. Le brame est avant tout une période d'écoute. Une expérience vraiment unique que je vous recommande. Et juste avant de vous laisser, on va refaire un point sur la météo. Demain, nous fêterons la Saint-Wilfrid. Le ciel sera couvert dans les Yvelines avec tout de même quelques éclaircies au cours de la journée. Comptez 5 degrés le matin et 16 degrés l'après-midi. Le temps sera également couvert le reste de la semaine avec des risques d'averses à partir de samedi. Au niveau des températures, il fera 16 degrés en moyenne, 21 le lundi. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous sur TV78. On se retrouve demain pour une édition spéciale pour le Salon des maires de l'Ouest parisien. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78.